Comment rééquilibrer les relations entre l'Afrique et l'Union européenne? C'est le grand angle de ce samedi 7 mai. Après le sommet Europe-Afrique des chefs d'État il y a 3 mois à Bruxelles, c'était au tour des journées des organisations de la société civile. Migration, corruption, coup d'État, terrorisme, quelles peuvent être les organisations, que peuvent faire les organisations de la société civile et comment rééquilibrer donc les relations entre l'Union africaine et l'Union européenne? C'est notre grand angle. Avec vous, Olivier Brouilleron, bonsoir. Vous êtes président de Coordination Sud, la plateforme française des ONG de solidarité internationale. Vous co-organisiez ces journées. Et bonsoir à vous également, Christelle Kaloul, présidente de la plateforme africaine Forest International, co-organisatrice également des journées. Est-ce qu'après ces 2 jours, avant d'arriver dans le détail, vous allez travailler différemment les uns et les autres? Oui, on peut dire ainsi parce que chacune de nos plateformes travaille à son plan d'action, à sa stratégie et nous avons des espaces où nous travaillons individuellement et nous nous sommes également préparés avant de venir. Il y avait des présentations, des travaux de recherche qui ont été partagés, il y avait des échanges en groupe également et donc c'était un espace d'échanges très fructueux. Qu'est-ce qui change après ces journées? Alors déjà, je pense que nous avons partagé une prise de conscience que finalement le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui a beaucoup évolué ces dernières décennies. Aujourd'hui, nous sommes face à un ensemble de crises. Alors crise écologique avec le changement climatique, la chute de la biodiversité, crise sociale avec le creusement des inégalités, crise démographique, démocratique, crise géopolitique et des conflits, crise sanitaire, etc., crise économique qui s'annonce. Et en fait, un destin commun, c'est ça que vous dites qu'il faut prendre en compte. Et en fait, ces crises-là, ce qui, je pense, sont pour un certain nombre des crises systémiques. Et en fait, aujourd'hui, on s'aperçoit, et on s'est aperçu notamment avec la crise sanitaire du Covid, qui n'est pas terminée, que nous sommes dans un monde interdépendant. Et ça change tout. C'est-à-dire qu'on ne peut plus se contenter de gérer nos intérêts spécifiques, nationaux, locaux, et ensuite de les faire prévaloir sur la scène internationale. Il faut adresser ensemble. Cette question de l'équilibre, quand on parle de l'Afrique et de l'Europe, il y a toujours cette histoire d'équilibre. C'est ce que veut l'Union européenne, un partenariat d'égal à égal. Est-ce que c'est pas une simple déclaration d'intention ? C'est justement pour cela que nous nous sommes retrouvés, que nous avons échangé. Il s'agissait ici de voir comment les sociétés civiles africaines et européennes peuvent accompagner de sorte à contribuer dans le développement des différents mécanismes et également dans la mise en œuvre et également dans le suivi. Parce que comme vous le savez, le rôle de la société civile, c'est aussi de s'assurer que les engagements pris sont respectés. Vous le faites comment, vous, au Burkina Faso, avec votre association? Un exemple? Au Burkina Faso, à travers notre plateforme, nous participons déjà à la définition des politiques publiques, nous participons à la mise en œuvre, nous faisons également un contrôle citoyen. Ça veut dire qu'il y a des cadres où on fait le monitoring, et nous discutons avec le gouvernement et aussi avec les autres partenaires. Vous êtes un gendarme, si je comprends bien? Gendarme, je ne sais pas comment on dira, mais... Non, mais vous êtes au Burkina Faso, il y a eu un coup d'État en janvier. Quel rôle vous pouvez jouer justement dans ces questions aussi de gouvernance? Si on prend le cas spécifique du Burkina Faso, bien avant la crise, parce qu'on sait que c'est tout le contexte, c'est tout un contexte qui a abouti à ce coup d'État, nous avons été en conversation avec le gouvernement qui est tombé, le président, nous avons fait des interpellations pour un dialogue et après le coup d'État, nous avons continué à interpeller, à proposer également des solutions, à appeler au dialogue et à appeler les partis à regarder l'intérêt général des populations et à travailler dans ce sens. Donc c'est le rôle que nous jouons en tant que société civile. On va prendre un autre exemple concret. L'Union européenne souhaite de plus en plus financer des ONG directement plutôt que de verser des subventions à des gouvernements. Elle aide par exemple l'ONG française Essor qui accompagne des maraîchers et des transformateurs agricoles près de Brazzaville. Reportage Berdy Pambou avec Karine Barzegar. District d'Ongomatsetse, à une vingtaine de kilomètres de Brazzaville. Raoul Mpika et ses maraîchers préparent leurs champs pour de futures cultures de fruits et légumes. Dans quelques jours, tomates, gombos et épinards seront plantés ici, le tout dans le respect de l'environnement. Ce que nous faisons, c'est du bio. Nous ne polluons pas la nature. Nous ne faisons pas
des produits chimiques pour nuire justement l'écosystème. Cela fait 4 ans que la coopérative Jardin Bio existe. Tout comme leurs voisins de la coopérative Fourmi, ces maraîchers ont abandonné l'agriculture conventionnelle et les intrants chimiques pour faire du bio. Au départ, c'était difficile. Mais vraiment, en tout cas, depuis un bout de temps, on s'est déjà habitué. Nous avons abandonné le conventionnel parce que d'abord, avec l'agroécologie, on garde d'abord bien la santé. Lorsque nous produisons, facilement notre matière première est écoulée rapidement. Donc vraiment, c'est très important. Des pratiques agricoles et des ventes réalisées grâce au réseau mis en place par l'ONG française Essor, dont le directeur est justement en visite pour rencontrer les maraîchers. C'est vraiment du coup pour voir un peu comment les activités se déroulent à leur niveau et peut-être un peu aussi évoquer les difficultés qu'ils rencontrent de temps à autre. Un projet financé entre autres par l'Union européenne. L'ONG Essor accompagne et forme plus de 1000 maraîchers et transformateurs agricoles au Congo pour développer des filières durables. Près de la moitié sont des femmes, comme Eddy, qui tient une boutique de produits bio à Brazzaville. La première étape, c'était justement la formation sur comment arriver à un produit de qualité qui ne soit pas nocif sur la santé, les règles d'hygiène et autres. La prochaine phase, c'est commercialiser. Et pour commercialiser un produit, il faut connaître déjà, calculer les coûts. Le programme au Congo a démarré en 2016. Une façon pour l'Union européenne de financer des projets locaux via des ONG et la société civile, sans passer par des gouvernements africains. C'est ce qu'il faut faire, c'est aller directement auprès des sociétés civiles sur place. C'est ce que vous préconisez? Alors oui, certainement, mais en complémentarité et en partenariat avec les pouvoirs publics. C'est-à-dire que je pense qu'il ne faut pas opposer. Il faut au contraire jouer des complémentarités entre l'action publique et l'action des organisations de la société civile. C'est ensemble qu'on peut adresser les problèmes. Mais comment on le fait? On recrute localement, ou comment on fait pour aller plus directement, pour développer ces ONG locales, sans passer par les gouvernements quand même? Alors en fait, on travaille, si vous voulez, on a besoin, là l'exemple que vous citez concerne l'agroécologie et les questions de sécurité alimentaire. Typiquement, on a besoin à la fois de politiques publiques qui soient favorables à la généralisation de l'agroécologie, et on sait que c'est une des réponses indispensables au changement climatique, et en même temps on a besoin d'acteurs qui effectivement auprès des producteurs vont permettre cette bascule et cette appropriation des nouvelles techniques, etc., pour permettre et c'est là où on est complémentaires des politiques avec un cadre, une filière appuyée, structurée, sur lequel nous avons des rôles à jouer, mais l'État bien entendu aussi, et les unions, l'Union africaine, l'Union européenne également, et puis des organisations de type organisations non gouvernementales qui vont agir auprès des populations, avec les populations, avec les acteurs. La question qui se pose avec ces aides qui sont données à des ONG ou à des gouvernements, c'est où va l'argent? Comment on peut contrôler cet argent? Déjà, au cours de ce sommet, nous avons beaucoup insisté sur le narratif. Nous avons dit qu'il s'agissait d'un accompagnement, d'une assistance, et que déjà, il fallait qu'on redéfinisse les mots, qu'on redéfinisse également clairement les responsabilités. Les gouvernements ont leurs responsabilités et les sociétés civiles ont leurs responsabilités, et ensemble on travaille pour l'intérêt général de la population. Et la société civile se positionne comme la voix des sans-voix. La société civile travaille également pour interpeller le gouvernement. Tiens, vous vous êtes engagé à faire ceci ou cela, vous n'y êtes pas, il faudrait le faire, etc., etc. Et la société civile se contribue également avec des propositions. Donc les exemples que vous avez montrés, ce sont des exemples de bonnes pratiques, de choses, d'initiatives. On voit que ça n'est pas si simple, parce que ça fait des années qu'on le dit, qu'on le répète. Il y a par exemple des problèmes de corruption. Comment on change les mentalités et comment on y met fin? C'est vrai que le travail de changement de mentalité, c'est un processus. Ça passe également par le travail avec la jeunesse. Et je crois qu'au cours de ces journées des sociétés civiles, nous avons beaucoup parlé du rôle de la jeunesse, du rôle que les sociétés civiles doivent avoir en suscitant une nouvelle génération, une nouvelle... avec de nouvelles mentalités, de nouvelles manières de faire, et aussi promouvoir la redevabilité.
Et ça, c'est très important. Parce que si les gouvernements savent qu'il y a des gens qui regardent ce qu'ils font, je pense que cela va relativiser et ils seront donc plus les vigilants. Citoyens vigilants sur le rôle des politiques. L'Union européenne et l'Union africaine, pour prendre un autre exemple concret, ont récemment décidé de renforcer leur coopération numérique en Afrique. En Afrique subsaharienne, seule une personne sur 5 a accès à l'électricité. Est-ce que l'agenda européen n'est pas en décalage avec la réalité du terrain? Effectivement, il doit se coupler aussi avec des politiques ambitieuses en termes d'accès à l'énergie. Dont nous en avons d'ailleurs parlé ce matin dans le cadre de nos journées. Et c'est vrai, avec là aussi des réalités à partager, c'est-à-dire de dire il y a un faible taux d'accès à l'énergie dans un certain nombre de pays. Et il faut absolument arriver à ce que cette situation change sans répéter ce qui a été fait dans certains pays européens, et c'est-à-dire de basculer tout de suite vers une énergie décarbonée, renouvelable. Vous constatez, vous, un décalage parfois entre les propositions qui sont faites et la réalité du terrain? Absolument, et c'est pour cela que chaque fois nous avons de plus en plus insisté sur le fait que nous devons participer à la définition des politiques, parce que sinon il peut y avoir un déphasage entre ce qui est mis sur le papier et ce qui se passe dans la réalité. Et donc c'est aussi l'une de nos responsabilités, et nous avons beaucoup insisté, je crois, auprès de l'Union africaine et de l'Union européenne pour que la société civile ne soit pas mise en marge du processus, mais qu'elle participe à la définition des politiques, qu'elle participe à la mise en œuvre et également à l'évaluation. Cela va nous permettre d'avoir plus de redevabilité à l'endroit des populations. Et donc, si on vous comprend bien, c'est la société civile qui est la clé pour toutes ces problématiques qui se posent entre l'Afrique et l'Union et l'Europe. Merci beaucoup à vous deux d'être venus sur le plateau de 64 minutes. Merci Christelle Kaloul, bon retour au Burkina Faso, et merci à vous Olivier Brouilleron. À très bientôt. Merci.